Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations, proposé par Andrea Di-Cane. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Leur engagement inébranlable, leur vision inspirante et les décisions qu'ils prennent avec courage impactent la vie des collaborateurs. Je m'appelle Andrea Di-Cane, je suis consultante en transformation des organisations et j'accompagne mes clients sur les projets qui touchent à l'organisation et à l'efficacité opérationnelle. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Ensemble, nous allons explorer comment ces femmes et ces hommes créent un impact durable, façonnant l'avenir des entreprises et de ceux qui y travaillent. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ma démarche, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui notre invité, Jean-Marc de Bournonville, qui a accepté de se joindre à notre podcast Les catalyseurs engagés des organisations. Jean-Marc apporte une richesse incroyable d'expérience et d'expertise dans le domaine du courtage en assurance, ainsi qu'une vision éclairée du leadership et de la responsabilité sociale au sein des organisations. J'ai rencontré Jean-Marc il y a quelques années de cela lorsque j'étais en stage chez le courtier en assurance Gras Savoye, devenu Willis Towers Watson. Diplômé de l'École nationale d'assurance et de l'Institut d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence, Jean-Marc a façonné une carrière exceptionnelle. Son parcours professionnel a débuté en tant qu'inspecteur aux assurances générales de France, avant de le conduire à des postes de direction au sein du groupe Fougère et Juteau, marquant ainsi le début d'un parcours professionnel riche et diversifié. Son passage chez Gras Savoye a été marqué par des réalisations notables, notamment en tant que directeur général adjoint, responsable des filiales étrangères et plus tard, en 2010, en tant que directeur des filiales françaises et des filiales spécialisées du groupe. Son leadership a joué un rôle essentiel dans le développement du réseau international de Gras Savoye. Dans ce podcast, nous avons parlé de son engagement social et associatif, qui est tout aussi impressionnant. En tant que membre de la Jeune Chambre économique internationale à Abidjan et vice-président du comité Afrique du MEDEF international, il a démontré un dévouement constant envers le développement économique et les échanges internationaux. En dehors de ses responsabilités professionnelles, Jean-Marc partage généreusement son savoir. Il intervient dans des enseignements, des conférences, des séminaires et il contribue ainsi à la formation de futurs professionnels du secteur. Son dévouement et son impact ont été formellement reconnus avec des distinctions telles que Chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l'Ordre national du mérite et Commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'explorer son parcours professionnel exceptionnel, sa vision du leadership, son engagement social et bien sûr, ses réflexions sur les transformations et les enjeux du secteur de l'assurance. Bonne écoute sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Bonjour Jean-Marc, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui après toutes ces années chez Gras Savoye. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations.
Écoute, Andrea, sache-le, je suis ravi de te retrouver aussi et c'est vraiment un plaisir partagé, d'échanger avec toi. Et je suis vraiment à ta disposition. C'est parti. Moi, j'aime bien commencer ce podcast avec mes invités. Je leur demande quel est, s'il y en a un, le fil rouge de leur carrière, ou le fil conducteur qui a accompagné leur carrière, qui a guidé leur carrière. Écoute, le fil conducteur, c'est un peu le hasard. Parce que j'ai été boursier pour faire l'École nationale d'assurance. D'accord. Et étant boursier, je devais ensuite 5 ans à l'État. Et à l'époque, je l'ai fait aux Assurances Générales de France, qui était une compagnie nationalisée, donc j'ai fait mes 5 ans. Et après, j'ai voulu évoluer, et effectivement, le courtage était intéressant. Je rêvais un peu de partir à l'étranger, et c'est comme ça qu'après les Assurances Générales, je suis rentré chez Faugère-Juteau, et rêvant d'étranger, j'ai été envoyé en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé d'abord en numéro 2. Et après, j'ai pu prendre la direction de la filiale de Faugère-Juteau. Et après, la responsabilité sur l'Afrique de l'Ouest et progressivement sur l'Afrique. Tout ça en restant basé à Abidjan. C'est une chance, je ne sais pas si en ce moment ce sera encore possible. Et après, je voulais, les enfants grandissant, les parents vieillissant, je voulais rentrer en France. Et au lieu de rentrer en France, je suis allé à Monaco. Et j'ai passé 3 ans à Monaco. Et il y a eu le rachat de Faugère-Juteau par Marsh McLennan. Et c'est vrai que j'étais très investi dans les conseils du commerce extérieur, etc. Et le rachat m'a un peu troublé et certains autres. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Gras Savoye pour développer le réseau des filiales étrangères de Gras Savoye. Donc j'ai pris 3 décisions finalement. C'était de rentrer dans le courtage, après d'aller à l'étranger, et puis ensuite de rentrer. Voilà le fil conducteur, c'est celui-là. Donc effectivement, dans l'assurance, une carrière qui commence en assurance et qui se poursuit, et puis à l'étranger. Absolument. Vous avez passé plusieurs années chez Gras Savoye. Vous avez été directeur des filiales étrangères. Ouais. Et comment ça s'est passé parce que moi, j'ai effacé mon stage par apprentissage chez Gras Savoye, et c'est là où nous nous sommes rencontrés. Absolument. Et il y a eu une évolution significative donc, du périmètre des filiales africaines. Donc, je voulais comprendre un peu comment vous avez contribué donc, au développement significatif du réseau international de Gras Savoye, donc des filiales, et quels ont été les principaux défis rencontrés dans ce processus? Alors, c'est vrai que la mission qui m'avait été confiée par Patrick Lucas et Daniel Nataski, que je n'oublie pas, c'était de développer le réseau qui existait. Il y avait déjà un réseau avec quelques filiales, mais c'était de développer. Et donc, j'avais une vision assez régionale, c'est-à-dire que s'implantant dans un endroit, c'était intéressant de voir d'élargir dans les filiales dans d'autres pays voisins. Et c'est comme ça que j'ai développé le réseau en ayant une vision régionale. Ça me permettait d'avoir des postes partagés, des compétences partagées. D'accord. Alors après, je me suis aussi beaucoup aidé avec les délégations du MEDEF Afrique. Parce que ça me permettait parce qu'on a une profession extrêmement réglementée, l'assurance. L'assurance, oui. Il faut respecter une réglementation. Et donc, ça me permettait de rencontrer les autorités du pays, de manifester l'intérêt de Gras Savoye de s'implanter dans ce pays et d'identifier des partenaires potentiels et de s'implanter. Alors, les partenaires, on pouvait les classer en plusieurs catégories. La première, c'est justement le partenaire qui vous permet de vous aider à obtenir l'agrément. L'agrément sur place. Vous avez le partenaire qui vous aide à avoir des clients dans le pays, qui a une position. Vous avez le partenaire qui vous aide à être à l'aise dans ce pays. Et donc, c'est intéressant psychologiquement d'analyser ces partenaires. Et alors après, moi, je faisais ce travail d'inventaire. Et je revenais à Paris, une discussion avec Patrick Lucas et Daniel Nataski. Et on décidait d'y aller ou de ne pas y aller. Le plus souvent, c'était d'y aller. D'y aller. Oui. Et finalement, ça n'a pas trop mal marché. Mais c'est une époque où c'était peut-être plus facile.
Maintenant, c'est vrai que quand on se déplace à l'étranger pour implanter une filiale, il y a tous les services fonctionnels qui sont impliqués, le juridique, le financier, Non, et c'est beaucoup plus lourd. Alors, c'est pas que l'on faisait les choses sans tenir compte de ça, mais disons qu'il y avait plus de spontanéité et ça a permis de faire grandir assez rapidement le réseau. Et je pense aussi plus de frugalité, c'est-à-dire on faisait avec les moyens du bord et puis on construisait aussi Bien sûr. le réseau. Alors après, le sujet, c'était les ressources humaines. Tout à fait. Alors, très souvent, moi, ça me permettait d'identifier chez Grâce à Voix un jeune avec plein de potentiel qui pouvait aller diriger l'entreprise. Parce que ça, c'est important. C'est de mettre en place des gens qui sont capables de tenir la fonction. Très souvent, il y a des erreurs qui sont commises parce qu'on n'est pas assez prudent là-dessus. Et c'est très important dans le management de mettre des gens qui sont en mesure de remplir la fonction. Et puis après, on faisait du recrutement local et les filiales sont construites de cette façon-là. Alors, on regardait bien sûr le potentiel de clientèle et à ce moment-là, si vous voulez, les clients aussi avaient cette vision régionale. Donc, on accompagnait le mouvement de ces clients qui s'implantaient régionalement. Très bien. Et donc, vous avez parlé de ressources aussi, Jean-Marc. Donc, identifier la bonne personne. Oui. Comment on fait pour identifier la bonne personne à la bonne place? La personne qui est capable de tenir le poste? Andrea, là, tu poses la bonne question parce que je crois qu'on ne peut pas ne pas penser à la chance et surtout l'intuition. Moi, je pense que avoir la main verte, etc., je ne me suis pas trompé beaucoup de fois. Et c'est vrai que l'intuition est importante. On peut avoir des clés dans les DRH, de positionnement, de qualité, etc. Mais l'impression que donne une personne, c'est très important. Et j'ai fonctionné comme ça. Avec beaucoup d'intuition. Oui. Donc, avoir le sens des choses et... Bah oui, c'est l'intelligence des situations. Je pense qu'il y a des gens qui sont intelligents, mais il faut savoir mesurer l'intelligence des situations. Ça me semble important. Oui, et donc cette intelligence, c'est vrai que à la fois finalement dans les relations avec les clients, aussi avec les ressources, donc les personnes qu'on embauche. Oui. Alors, ce qui est important après dans la relation, aussi bien avec les clients qu'avec les collaborateurs, c'est d'avoir des relations régulières. C'est-à-dire, souvent, au niveau du management, on a des relations qui sont pour des problèmes d'entretien annuel, etc. Et moi, j'ai toujours été extrêmement soucieux d'avoir des relations régulières. Tous les matins, j'allais dire bonjour à tout le monde. C'était important. Mais oui, c'est important. Sinon, on voit les gens que quand il y a un problème. Et les clients, c'est pareil. Il faut avoir une façon d'avoir des contacts réguliers avec les clients de manière à ne pas les voir en situation de sinistre ou pour leur dire on va augmenter la prime. Donc tout ça, il fallait faire des rencontres clients régulières et je me suis attaché à faire passer ces messages et avec les collaborateurs, j'ai essayé, tant que faire se peut, d'avoir ces régulations régulières. Tous les matins, j'allais dire bonjour à tout le monde. Là, je suis témoin parce que quand j'étais en stage à la direction des filiales étrangères, j'ai pu le constater et le vivre en direct. Et j'en profite pour parler, pour saluer nos collègues de l'époque. Donc, il y avait Dominique Bernardi oui, bien sûr. Ah, oui. Qui était votre assistante. Oui, absolument. Elle m'a beaucoup aidé. Elle, c'était incroyable parce qu'elle recevait un coup de fil et la personne n'avait pas obligé de se présenter. Elle reconnaissait à la voix tout le monde. À la voix, notamment tous les responsables des filiales étrangères. C'était bien pour eux d'être reconnus. D'être reconnus, oui, c'est important. Et donc, le secret, alors, c'est vraiment la régularité. Régularité dans les rapports, dans les liens. Ouais. Et de dire bonjour le matin pour ne pas découvrir des situations trop tardivement. Bien sûr. D'accord. Très bien. Nous allons continuer, Jean-Marc, avec... je sais aussi que vous êtes président d'honneur de la Commission Afrique-Océan Indien. Je voulais qu'on en parle un petit peu de le rôle que vous avez joué dans la promotion et le renforcement des liens à la fois commerciaux et des liens aussi humains dans cette région. Ouais. Alors ça, je dirais que c'est un engagement associatif fort que j'ai eu, les conseils du commerce extérieur. J'ai été nommé en Côte d'Ivoire
Et j'ai présidé le comité Côte d'Ivoire pendant 6 ans. Et on était il y avait quatre fonctions. Et l'une des premières et la plus importante, c'est la formation au pouvoir public français. D'accord. Et franchement, je me suis enthousiasmé pour cette fonction. Et après, quand je suis revenu à Paris, j'ai eu un peu de mal à retrouver du sens à cette fonction conseiller du commerce extérieur. Et je ne l'ai retrouvé qu'en prenant la présidence de la Commission Afrique. Parce que nous avions des réunions régulières à l'ambassade et je me suis retrouvé en France, conseiller du commerce extérieur. Je n'avais pas trop de repères. Et en prenant la présidence de la Commission Afrique, ça a donné du sens. Et je me suis attaché à ce que toutes les organisations représentant le secteur privé, à savoir le CIAN, le MEDEF Afrique, que je connaissais bien puisque j'avais été le vice-président du MEDEF Afrique avec Michel Roussin, on travaille ensemble. On avait des réunions avec les 2 autres responsables. Tous les 2 mois, on faisait un calendrier, on débattait de thèmes à retenir et ça a été très, très intéressant. En plus, un peu comme pour les filiales de Grasse Savoie, ayant été en filiale dans un pays étranger, je savais très bien comment faire passer des messages pour avoir des réponses locales. Oui, ces éléments de langage. Voilà, très souvent, à Paris ou dans les sièges sociaux, on demande aux filiales d'une façon un peu particulière. Et localement, on dit mais qu'est-ce qu'ils pourront parler? Ils croient qu'on va faire ça. Il y a un petit peu un décalage entre ce qui se. Et moi, je connaissais ça puisque j'avais vécu 20 ans en Côte d'Ivoire, donc je connaissais bien ce ressenti. Et donc, aussi bien au conseil commerce extérieur que chez Grasse Savoie, je savais très très bien comment faire passer des messages pour qu'ils soient audibles. Et ça a été une chance d'avoir connu à la fois le problème local et puis après en management à Paris. Et donc, ces conseillers commerce extérieur, je me suis vraiment engagé. Ça a été on a organisé des réunions régionales. On a travaillé sur des thèmes intéressants. C'était vraiment passionnant. Et j'ai toujours encouragé aussi mes dirigeants de filiales étrangères chez Grasse Savoie à participer à ces structures. Et c'est ce qui s'est fait. Et ça permet aussi, oui, de garder le lien, de les renforcer. Et puis, ça maintient un lien entre les entreprises françaises, ça maintient un lien avec les pouvoirs publics, leur faire comprendre quand même, c'est pas évident cette dichotomie entre le secteur privé et le secteur public, et d'avoir des bonnes relations avec l'ambassadeur, les services économiques, voire les attachés militaires, c'est une vraie valeur ajoutée, et pour eux, et pour nous. Et de créer ce dialogue, mais il faut le vouloir. Donc, une situation gagnant-gagnant finalement. Il faut le vouloir, et puis il faut que ça s'inscrive dans le temps long. Et c'est souvent des personnalités. Alors, celui-là était très bien, etc. Après, les gens changent, donc c'est un peu différent. Voilà. Très bien. Et donc, on en vient alors à finalement votre approche, Jean-Marc, du leadership. C'est quoi? On en parle aujourd'hui beaucoup, leadership partagé avec les collaborateurs. Et finalement, c'est quoi votre approche du leadership et votre responsabilité, de la responsabilité sociale? Moi, si vous voulez, je pense, il y a un mot magique, c'est de la confiance. Confiance. Et travailler dans la confiance avec ses collaborateurs et être sûr de leur façon de travailler, être sûr de ce qui vous revient, etc. Avec les clients, c'est pareil. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand il y a une rupture de confiance pour une raison X ou Y, c'est très compliqué de retrouver cette confiance. Tout à fait. Mais mon guide, ce qui m'a guidé, cette régularité des contacts dont on a parlé tout à l'heure, c'est pour maintenir, d'abord créer et ensuite maintenir cette confiance. Et avec la confiance, on peut tout faire. On peut tout faire parce que finalement, on dit tu fais ci, tu fais ça, mais on a confiance parce qu'on sait très bien que la personne ne va pas nous mettre en péril et nous demander n'importe quoi. Et ce qu'il fait, c'est utile pour la société, pour la collectivité et pour ce qu'on fait. Ça donne du sens. Et travailler sans confiance, c'est une perte de sens. On fait ça parce qu'il faut le faire. C'est dramatique, ça. Alors que tant avec confiance, une équipe, on fait des réunions, on se revoit, on fait une évaluation. Et
pour moi, le mot confiance est essentiel. Je pourrais le répéter 10 fois, 100 fois. Et je trouve ça très, très fort. C'est vraiment donc donner confiance, créer la confiance, donner confiance et finalement inspirer confiance. Et soi-même avoir un comportement si vous voulez, ce qui me permettait d'aller dire bonjour à tout le monde, c'est que j'arrivais à l'heure. Si j'arrivais en retard, etc. Enfin, il y a un comportement et l'exemplarité est importante. On ne peut pas donner confiance si on n'est pas exemplaire sur certaines choses, sur certains comportements. Et ça, exemplarité, confiance, c'est les mots-clés. Tout à fait. Et est-ce qu'il n'y a pas une crise de confiance aujourd'hui dans notre société au regard de ce que nous voyons? Oui. Andrea, je pense, c'est une bonne question. Et moi, je me suis posé cette question au moment du Covid, etc. Comment manager des filiales étrangères en limitant les temps de visite, les voyages, etc. et compenser ça par des réunions visio. Je ne sais pas, il aurait fallu que je m'adapte pour retrouver ce moyen de créer un leadership, de créer maintenir cette confiance, montrer de l'exemplarité. Comment faire un entretien annuel avec un collaborateur en visio? Est-ce que c'est possible? Moi, je laisse un grand point d'interrogation. Je ne porterai pas de jugement parce que je ne me suis pas trouvé dans la situation, mais je ne pense pas que ce soit si facile que ça. Voilà. Oui, parce qu'on a besoin aussi de finalement de cette présence, des éléments de langage, de pouvoir lire et comprendre. Il y a des réactions corporelles. Les gens, les yeux qui s'ouvrent et on voit un sourire qui vient, etc. Donc, c'est compliqué. En visio, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, je pense, si tu veux, que pour moi, c'est un sujet d'interrogation et je n'ai pas de réponse. Mais il faut trouver, par contre, il faut avoir la volonté d'avoir ce leadership, d'avoir cette exemplarité et pour cette confiance qui est indispensable. Oui, cette volonté et puis ce travail, parce que moi, de mes lectures aussi, de mes expériences, c'est que la confiance, c'est du travail, c'est de l'engagement. Bien sûr. Et c'est un travail de tous les jours, du quotidien. Bien sûr, tout à fait. Non, c'est important. Et pour en revenir au sujet des conseils commerciaux aussi de Gras Savoie, dans certaines réunions, je faisais venir des intervenants extérieurs de manière à apporter des informations sur des sujets, l'Afrique, parce que je pense qu'il faut s'intéresser aussi à autre chose. Il y a le métier, mais aussi ces collaborateurs, les emmener vers d'autres connaissances. Et ça maintient cette confiance. Oui, ça crée, ça la maintient. Et puis, finalement, on peut, comme ça, on s'aperçoit rapidement aussi quand il y a un décalage ou quand il y a une alerte, pour pouvoir réagir rapidement. Absolument. Très bien. Donc là, j'ai bien compris alors votre style de management, la confiance et l'impact aussi. Je pense que ça a eu un gros impact sur le succès, on peut le dire, de vos fonctions respectives et sur le bien-être aussi de vos équipes. Donc pour moi, c'est voilà. Et puis souvent, c'est reconnu par les clients. Les clients ressentent que c'est une boîte qui fonctionne bien. Avec un bon management et des gens qui s'entendent bien. Ça, c'est important. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que vous avez un exemple comme ça qui vous vient à l'esprit de situation? Non, mais on ressentait quand même dans une filiale, parce qu'on en a eu quand même, où il y a eu des sujets, les clients le ressentaient, donc il fallait les faire vite de la compensation, une visite, parce que nos directeurs de filiales ont chacun leur tempérament. Il y en a qui sont plus commerciaux, il y en a qui sont plus administratifs, etc. Et le rôle du patron de des filiales étrangères, c'est de faire un peu de compensation. Donc, quand je savais que ce directeur était pas moins commercial, mais moins porté sur le relais commercial, je dis moi je viens et j'aurais visité 4 ou 5 clients. C'était problème technique, je dis je viens et je voudrais voir 2 assureurs. Donc, à chaque fois, il y avait cette vision. Non, j'ai pas Par contre, si vous voulez, quand une filiale vient bien, ça rayonne. Ça rayonne sur les clients, ça se sent et c'est important.
Très bien. Et Jean-Marc, je voulais qu'on parle, je sais que vous êtes passionné d'intelligence économique. Ah oui. Et il y a pas mal de chocs économiques aujourd'hui, on en parle, que ce soit avec l'Ukraine, la Russie. Pas mal de situations aujourd'hui de guerre économique à affronter avec des impacts sur les organisations, à la fois donc les entreprises et les États. Et je voulais qu'on en parle un peu de votre vision sur cette étape qu'on vit aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je suis passionné par l'intelligence économique. J'ai des bons amis, Alain Juillet, Claude Revel, enfin, c'est des gens que je côtoie. Et ça vient aussi lorsque je dirigeais les présidents de la Commission Afrique des conseils commerciaux extérieurs, j'ai organisé un séminaire à l'IHEDN, à l'école militaire, et avec le MEDEF et le CIAN. Et parce que finalement, dans cet amphithéâtre Foch, un peu majestueux, c'était intéressant que nous, gens du privé, on écoute des géographes, des historiens nous parler du continent sur lequel on travaillait. Savoir comment les populations, en fonction de la géographie, s'étaient installées, le désert, les fleuves, la forêt. Et puis, après les longues séquences de l'histoire, arriver au temps présent et comprendre ce qui se passait. Et c'est ce chemin que j'ai fait avec les HEDN m'a beaucoup intéressé et je me suis passionné pour l'intelligence économique, à telle enseigne que j'ai fait la 80e session d'intelligence économique cette année. Cette année, oui, en juin 2023. Ouais, c'était un peu fatigant d'ailleurs, parce que ça commençait à 8h. C'est courageux, dis donc. Ça commençait à 8h du matin, ça se terminait à 6h. Et après, on avait les travaux de groupe. Non, c'était passionnant. Et ce sujet d'intelligence économique, ça a commencé il y a une vingtaine d'années, où finalement, les entreprises, après être passées par différentes étapes, produire, vendre, les problèmes de qualité, la rentabilité, etc. Tout le monde était un peu à égalité. Et qu'est-ce qui faisait la différence? C'est de savoir comment se comportait le voisin. Et donc là, je me suis un peu passionné par ça. J'ai un peu regretté de ne pas l'avoir vu plus tôt, d'ailleurs, même si je le faisais. Parce que finalement, tout le monde en fait un peu de façon un peu intuitive de l'intelligence économique. Observer le voisin, comparer les prix, etc. D'accord. Mais là, j'ai appris à le faire de façon un peu plus structurée. Voilà. Et donc, je suis aussi très impliqué dans l'association IHEDN de Charente, parce que j'habite maintenant là-bas. Et là, on fait aussi un travail de sensibilisation pour les jeunes, différents sujets, le civisme, les classes défense, le travail de mémoire, beaucoup de choses. Donc, l'intelligence économique, c'est un très, très bon sujet. Et par rapport à la survie d'une organisation, donc là, je parle vraiment de la partie stratégie d'entreprise, quelles sont les clés qui pourraient s'appliquer pour être prêt, si vous voulez, l'intelligence économique, il y a trois sujets. Le premier sujet, c'est justement de rechercher l'information. D'accord. Alors, on dit qu'il y a en gros 70% de l'information qui est dite blanche, c'est-à-dire que vous pouvez la trouver sur les réseaux Internet en écoutant les journaux. Et la difficulté, c'est qu'il faut, quand vous voulez être en observation, c'est être le plus neutre possible et vous dégager de toutes les influences. Et pas simple. Hein. C'est pas simple, Andrea. C'est pas simple. Et c'est la clé. C'est pour ça que l'intelligence économique, il y en a qui sont très bons et d'autres qui le sont moins et d'autres qui le seront jamais. Et l'homme, c'est comme ça. Hein, il y a différentes qualités. Et donc, quand vous êtes en position de faire une enquête, etc., il faut essayer de vous montrer le plus neutre possible, que ce soit sur le plan de l'influence familiale, l'influence religieuse, les amis, etc. Donc, vous avez 70% de l'information que vous pouvez obtenir de cette façon. Après, il y a 25% d'informations où il faut faire un effort. Donc, c'est l'enquête de satisfaction,
c'est des enquêtes de comparaison, et là, il y a un travail qui est fait. Et puis les 5 autres pourcents, c'est ce qui est pas bon. C'est la prévarication, c'est d'aller planter des micros chez les adversaires. Ça, c'est interdit. Donc voilà comment ça. Alors une fois que vous avez observé, après, vous dites, mais il ne faut pas que chez moi ça se passe. Donc c'est toute la précaution que vous pouvez prendre pour éviter. Alors maintenant, c'est vrai, la cybersécurité, on en parle énormément, mais il n'y a pas que ça. Il y a les hommes clés. Vous pouvez vous faire démarcher des hommes clés, les attaques au niveau du capital. Enfin, il y a tout un process, on ne va pas parler ici, et c'est vous protéger. Et puis le troisième volet, c'est l'influence. C'est d'utiliser des réseaux pour influencer. Alors, l'endroit où il y en a le plus, c'est à Bruxelles, avec toutes ces structures de lobbying. Et on voit comment, sur les normes, sur la langue, le droit est notre code Napoléon, c'est un outil d'influence magnifique. Notre langue, les normes aussi, c'est très important. Et il y a un enjeu maintenant, c'est le sport. Le sport, le sport, c'est un sujet d'influence très, très important. Les écoles de football, les écoles de rugby. Et quand vous dites le sport, c'est-à-dire on va passer par des organismes pour influencer Oui, bien sûr, c'est un sujet d'influence au niveau international. Regardez, la Coupe du Monde, c'est organisé au Qatar, c'est quand même avec des climatiseurs, c'est quand même une influence forte d'un positionnement d'un pays qui veut. Le PSG, c'est pareil, c'est un positionnement d'un pays. Et là, c'est un outil d'influence important. Et on peut, par exemple, sur l'Afrique, penser que on a des sportifs. Je sais qu'il y a le rugbyman Benson qui veut créer une école de rugby. Et en plus, ça donne des valeurs, le sport. Oui, ça tout à donne fait. des valeurs. C'est un outil d'influence aussi. Important. On y pense peu, mais... Et on aura les JO bientôt, les JO 2024 voilà, aussi. Donc l'intelligence économique, elle est partout. Et c'est vraiment très intéressant. Moi, je me suis passionné par ça. Et je vais en parler dans les écoles. Donc avec des étudiants, des jeunes. Absolument. Et le but, c'est vraiment de les sensibiliser. Si je peux moi, le message que je dis aux jeunes, c'est essayer d'avoir votre propre jugement. D'essayer d'être indépendant sur le plan du jugement. Et c'est compliqué avec ChatGPT. Oui, mais c'est un message que j'essaie de passer à mes petits-enfants et aux autres. Ne soyez pas dépendants, soyez le plus indépendant possible. Au niveau de l'information, écoutez 2 chaînes de télévision et faites la différence. Et de lire aussi les journaux. Et de lire, absolument. Donc ça, c'est des messages que, bon, ça marche pas, mais je pense avoir fait une petite... oui, parce qu'aujourd'hui, on en parlait, mais avec les réseaux sociaux, avec TikTok, absolument. Où on a parfois, on a juste un passage d'une info, donc on n'a pas toute l'interview. Et très souvent, je trouve qu'on utilise aussi de l'influence, on utilise des petits passages, des petites vidéos qui reviennent, et on a l'impression d'avoir l'information, mais on n'a qu'une petite partie et on ne maîtrise pas aussi l'information. C'est clair. Et c'est pour ça que de faire passer ces messages sur le fait d'être le plus indépendant possible. Et c'est vrai que quand vous faites de ce sujet d'observation sur tel ou tel sujet, essayez d'être le plus neutre. C'est pas évident. De vider de tout a priori. Et les jeunes, c'est vrai qu'ils sont soumis très aux influences. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Et essayer de les travailler là-dessus, ça me semble important. C'est ça, donc qu'ils puissent avoir leur propre jugement. Donc ça, c'est important. Ouais. Leur propre source d'information qui permet ça, c'est aussi... l'éducation. C'est l'éducation. Oui. Ça passe par l'éducation. Il faut avoir la capacité de le faire aussi. La capacité de le faire. Non, mais c'est intéressant comme, je pense aussi, comme une manière de donner, de redonner aussi, de partager avec les jeuns. Absolument. La jeunesse. Et vous êtes combien dans cette association ? Les HEDN, alors... globalement, je ne saurais pas, mais dans le Charente, on est une quarantaine. D'accord. Une quarantaine. Alors, il y a beaucoup d'anciens militaires, il y a des enseignants, et puis on n'est pas beaucoup du secteur privé. Parce que si vous voulez, j'ai eu la chance de faire cette session, mais
Autrement, il y a des sessions nationales qui durent pas un an, mais c'est une session nationale. Vous avez une quarantaine de jours quand même à consacrer à ça, et il faut trouver une entreprise qui vous permette De le de faire. dégager de ça. Bon, même si ça peut amener des réseaux ou autres, c'est pas évident. Par contre, l'armée, il y en a beaucoup, et puis dans l'enseignement, il y a quelques gens motivés par le patriotisme et qui font ces sessions IHEDN. Donc voilà. Ah, intéressant. Oui. Très bien. Bon, nous allons parler un petit peu de la transformation du travail aujourd'hui. Mm-hmm. Je pense au fil des années, vous avez pu le constater aussi, comment le travail s'est transformé. Et je voulais savoir quel rôle joue l'innovation, donc selon vous, hein, dans le secteur de l'assurance, du courtage ou dans d'autres secteurs. Hein. Comment vous avez observé, vous, la transformation du travail? Oui, mais c'est une question intéressante. D'ailleurs, pour une réunion d'ACIMA, j'avais fait un papier là-dessus. À savoir que dans le passé, le service commercial des compagnies d'assurance, c'était les agents et les courtiers. Il n'y avait pas chez les assureurs de chargés de clientèle, etc. Et maintenant, on voit qu'il y a des chargés de clientèle chez les assureurs, chez les réassureurs. Et puis, on assiste à une période où tout le monde fait un peu le métier de tout le monde. On voit que l'assurance, elle est vendue par Carrefour, elle est vendue par Darty, elle est vendue par les agences de voyage. Ne parlons pas des banquiers qui ont été les premiers à faire ce métier, alors qu'auparavant, beaucoup d'assureurs ont gagné leur vie sur les contrats emprunteurs. Enfin, mais là, maintenant, c'est terminé. Ce sont les banquiers qui font ça. Donc, il y a une évolution du métier considérable. Mais le courtier, c'est celui qui est au centre de tout. Il est au centre du client. Il y a comment dirais-je, les compagnies d'assurance, la réassurance, les experts, les structures d'assurance maladie, et le courtier, s'il fait bien son métier, peut obtenir des statistiques. C'est le seul qui soit au centre, indépendant, et qui peut jouer un rôle. Et c'est vraiment le message que j'avais fait passer à cette réunion de CIMA sur l'indépendance du courtier par rapport à toutes ces structures. Et c'est vrai que notre métier a considérablement évolué, ne serait-ce que les archives. Moi, je me souviens de moments où il y avait des bâtiments complets avec des archives mortes, des archives vivantes. Et quand on trouvait pas le dossier d'un client qui téléphonait, c'était la panique parce qu'il était pas là. Enfin, là maintenant, tout est digitalisé. Digitalisé, on a tout. Donc non, je crois que alors pour le client, ça amène à mon avis de l'efficacité. Et le rôle, c'est celui du chargé de clientèle, qui doit être plus efficace, plus réceptif et trouver le moyen, comme je te l'indiquais tout à l'heure, de maintenir cette relation régulière. Alors, est-ce que avoir une relation régulière de façon digitale, nous on reçoit tout le temps des mémos, etc. Finalement, est-ce qu'on les lit tous? Non. Donc, est-ce que le coup de téléphone, un déjeuner, aller rendre visite au client, l'inviter, je pense que c'est des choses qui resteront. Mais tout ça, c'est une question de mesure hein, et d'intelligence de la situation, comme j'ai indiqué tout à l'heure. C'est ça. Et c'est la personne qui se montrera la plus habile pour utiliser tous ces réseaux. Mais il faut savoir que chez un client, ce qui était intéressant, on avait identifié 3 niveaux de relations à avoir. Il y a la relation à avoir avec le président. Alors ça, c'est Donc le relation président stratégique. Le président de l'organisation. Dans l'entreprise. D'accord. Après, la relation qu'il faut avoir avec le risk manager, c'est celui qui utilise. Et puis la relation qu'il faut éventuellement avoir avec la direction financière, à savoir ce qui. Et c'était un équilibre entre ces 3 structures qui faisait qu'on avait une bonne relation avec un client. Donc je pense que ça doit demeurer, à changer. Bon, ce qui change, c'est le moyen, la méthode. L'internet.
Et aussi, les acteurs, les réassureurs ne sont plus comme avant. Maintenant, ils ont des relations directes avec les clients. Avec les clients. Les clients. Alors, il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est les nouveaux risques. Parce que le risque cyber n'existait pas. Non, c'est sûr que... Moi, les grandes difficultés, tu me donnais, qu'est-ce que j'ai eu comme situation compliquée? C'était un problème en RCA, le problème de la qualification de l'événement, parce qu'on garantissait des grèves, émeutes et mouvements populaires, et puis les événements avaient débouché vers un renversement, donc on avait vu des soldats avec des fusils, et on voulait passer ça au risque de guerre. Et s'il y avait cette qualification, il n'y a pas de garantie. Donc, et donc c'est pour ça qu'après, on a garanti ce qu'on appelle le risque politique. Donc, il y a des évolutions dans le risque qui sont intéressantes. Et là, en ce moment, c'est le risque cyber. On en parle de plus en plus. Oui. Là, j'ai vu, il y a un classement qui a été fait par AXA et Allianz de ces risques qui arrivaient par ordre d'intensité et de fréquence. On ne peut pas ne pas penser aux catastrophes naturelles en ce moment. Mais oui. Et toujours pareil, il y a cet arbitrage entre ce que prend éventuellement l'État par un système étatique ou ce qui est pris par les assureurs. Et on va certainement arriver à des sujets où on n'aura pas de capacité. Et donc là, il va y avoir des réflexions avec les organisations, les clients et l'État. Et c'est pas simple, parce que comment on s'organise finalement? Ah oui, mais si vous voulez, je pense sur les risques cyber, on commence à avoir une telle fréquence et avec une telle intensité que le problème de la capacité se pose. Et on ne peut pas obliger un assureur à couvrir des choses qui ne se sont pas capables de couvrir et mettre en faillite pour les autres risques. On ne peut pas en faire une garantie. Est-ce l'État français, enfin la fédération, va en faire une assurance obligatoire? À ce moment-là, il faudra passer par le fonds de garantie, par d'autres systèmes. Mais à mon avis, c'est les réflexions futures, c'est ces nouveaux risques qui arrivent. Et il y a aussi, oui, tout à fait. Je pensais aussi même aux risques, donc vous en avez parlé des catastrophes naturelles, aussi à tout ce qui est santé, on l'a vu avec le Covid. Bien sûr. Qui est un risque, on ne s'y attendait pas du tout. Ben, le COVID, et puis il a fallu s'adapter, et ça, on n'est pas... Bien sûr. On n'est pas à l'abri finalement de... On n'est absolument pas à l'abri. Il faut avoir... Alors c'est vrai aussi que il y a un système de protection qui fait des progrès en France, c'est les captives. Oui, parce que captive. Là, il y a un problème fiscal à mettre en place, et c'est vrai que ça permet aux entreprises, les grosses entreprises, si elles ne peuvent pas s'assurer, de conserver des réserves pour pouvoir payer éventuellement prendre en charge les sinistres éventuels. Mais là, il y a un problème fiscal et réglementaire à mettre en place, parce que pour l'instant, les captives étaient à l'étranger. C'est-à-dire qu'on payait une prime à une compagnie d'assurance qui alimentait une captive. Et ça, c'est valable pour les grands groupes. Et peut-être que ces sujets de captives je sais que ça revient en France, pour avoir des captives en France. Donc les captifs, ça va permettre aussi de couvrir, c'est ça, des risques? Ça permet à l'entreprise de constituer des réserves de façon légale pour pouvoir faire face à des risques. Des risques. À partir du moment où l'assureur ne couvre pas, il n'y a pas d'assurance. À partir du moment où il n'y a pas d'assurance obligatoire, c'est-à-dire pas de fonds de garantie, que fait une entreprise pour faire face à des risques qu'elle pense, comme le risque cyber, qui est un risque réel. Réel et avéré. Réel. Pour les catastrophes naturelles, ça arrive ou ça n'arrive pas, mais le risque cyber, en ce moment, ça arrive tous les jours. Et c'est vrai que les risques aussi géopolitiques, économiques. Ouais. Les risques politiques, ça aussi, c'est un sujet important, c'est d'assurer les ruptures de contrats qui étaient, je me souviens, on avait assuré, c'était France Télécom et la privatisation de France Télécom au Liban. Il y avait eu la rupture du contrat par les Libanais, et donc on avait indemnisé en risque politique. Alors, les risques politiques, pour assurer sur l'Afrique,
on ne pouvait pas assurer que sur un seul pays. Il fallait avoir une répartition Global. globale. Oui. Et pourquoi cette différence? Parce que si tu veux, la tendance à ce moment-là était d'assurer que sur les pays à risque. Et donc, on trouvait des capacités d'assurance, mais si on assurait plusieurs pays. Plusieurs pays en même temps. Très bien. Et donc, on en vient un peu je voulais comprendre si vous avez des conseils à donner à des professionnels qui, par exemple, aspirent à s'implanter en Afrique de l'Ouest ou sur le continent, vu toutes les transformations qu'on observe aussi sur le secteur. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de ce triptyque, la relation avec le président, avec le risk manager et la finance. Mais voilà, je voulais comprendre un peu s'il y avait des conseils à donner. Quels seraient vos conseils? Alors, on disait dans le passé que pour partir à l'étranger, il fallait être fort chez soi. Alors maintenant, c'est un petit peu différent, justement, avec les startups qui sont dans des métiers un peu différents. Mais par contre, ce qui reste, c'est qu'il faut être extrêmement professionnel. Extrêmement professionnel. Je crois que c'est vraiment la base, être vraiment, avoir quelque chose à proposer, à vendre et qui soit lisible. Et après, respecter les règles du pays. Hein. Alors, on est soit dans une position réglementée comme l'assurance, il y en a qui en sont moins. Et je dis, être vraiment professionnel et puis avoir envie d'aller dans un pays et de connaître ce pays. Faut pas aller et le connaître, il faut faire des voyages avant, identifier des partenaires personnels, identifier la clientèle potentielle. Moi, j'ai vu dans délégations, soit MEDEF, soit autres, des gens qui étaient un peu en voyage. Et je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont mettre un peu d'adhérence sur leur projet? Et ça, c'est vraiment pour moi l'essentiel. Bien identifier le marché. Est-ce qu'il y a des clients? Sinon, ce sera difficile et compliqué. Voilà. Donc, effectivement, être en mesure d'identifier le marché et puis être professionnel, être bon dans ce qu'on fait. Absolument. Il faut être très, très pragmatique. Hein. Si on a un bon produit et des clients, ça fonctionne sans problème. Alors après, en ce moment, il y a un sujet, on voit des entreprises qui font un peu, et ça c'est les réseaux sociaux, l'éducation de leurs clients pour qu'ils achètent leurs produits. Vous voyez ce que je veux dire, André? Oui. Alors ça, c'est autre chose, ça. Mais ça marche aux États-Unis, ça marche très bien. Donc vous trouvez des astuces, des moyens. Il y a les influenceurs, tu sais, c'est des influenceurs, c'est le sujet d'influenceurs, mais ça c'est peut-être une autre chose, mais ça fait partie de la vie. Donc, par exemple, si un système d'influence dans notre métier d'assureur, c'est un client de renom qui devient ton client et ça joue sur ta réputation et ça permet à d'autres clients de venir avec plus de confiance. C'est ça. Tu vois, donc il y a... Donc l'influence... L'influence, on revient le sujet de l'intelligence économique. L'intelligence économique, toujours. Et oui, bien analysé, bien étudié, sans a priori. Tout à fait. Très bien. Je voulais aussi comprendre un peu comment vous avez géré, Jean-Marc, les défis, que ce soit donc sur le continent africain, dans tout ce qui est opération internationale. On en a parlé un petit peu. Là, c'est surtout en tenant compte aussi de la diversité culturelle, à la fois donc, dans le pays même ou régional. Donc, comment vous avez tenu compte en fait, de tous ces défis-là et bien comprendre? Non, mais c'est important. Moi, ça a commencé quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire et que j'ai j'ai proposé Jean-Claude Janson, qui était un Ivoirien. Et il y avait, et c'est pas du tout ce qui était prévu par l'entreprise qui voulait mettre un expatrié. Et alors c'est peut-être, j'étais resté longtemps en Côte d'Ivoire et je ne comprenais absolument pas ça. Et je me suis battu pour que ce soit un Jean-Claude, donc cet Ivoirien, qui prenne le job. Et ça s'est très très bien passé d'ailleurs. Et je crois que il faut bien connaître la situation et s'intéresser. Et c'est vrai que les expatriés dans certains grands groupes qui passent 3 ans ou 4 ans n'ont peut-être pas suffisamment de temps pour s'imprégner
ces choses locales, de cette compréhension. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, comme je vous l'indiquais, on s'adapte à chaque situation. Moi, j'ai toujours essayé le plus possible, parce qu'on n'a pas la vérité. Il faut avoir beaucoup d'humilité là-dedans. On n'a pas la science infuse, donc il faut comprendre. Et puis quelquefois, on n'a pas suffisamment formé les gens, donc il ne faut pas les accuser alors qu'on leur a pas donné les moyens, comme je vous l'ai indiqué. Ouais, le sujet, c'était de mettre des gens en place qui étaient capables de remplir cette fonction. De tenir le poste, finalement. Le poste, oui. Alors après, il y en a eu des difficultés dans des pays. En Côte d'Ivoire, quand on a eu ces événements, le positionnement, c'était pas évident parce que nos expatriés étaient en famille, n'étaient plus en famille. Et là, il y a un accompagnement. Et moi, je me souviens... le lendemain des événements avec un ami de la Société Générale. Donc les événements, pour nos éditeurs et auditrices, c'était en 2000. Pardon. Oui, c'est vraiment pendant la guerre. La guerre, enfin la guerre, les événements qui ont amené les expatriés à rentrer. 2004. Oui. Là, c'était quand il y a eu les problèmes des avions qui avaient été abattus, etc. Et à ce moment-là, il y avait des mouvements de foule et il a fallu qu'on rapatrie beaucoup de gens. Et avec un ami qui dirigeait à l'époque les fiels de la Société Générale, on est retourné pour maintenir le contact avec nos expatriés, leur donner confiance, qu'on est à disposition. Mais le travail continuait, quoi. Il fallait être là. Oui, il fallait continuer à travailler, mais dans des conditions... Les conditions différentes. Et donc... je pense qu'on arrive toujours, l'homme a une faculté de s'adapter aux situations de façon incroyable. Et nous, notre métier, en tant que dirigeant, c'est d'accompagner ce mouvement, de bien comprendre. Si j'avais eu un expatrié qui a été tombé, qui me disait je veux rentrer, il serait rentré, et puis on aurait trouvé d'autres solutions. Mais il faut à chaque fois bien analyser, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. On dort pas tous les jours, parce que finalement, on prend le problème soi-même. On prend le problème à cœur. Ça nous empêche, en tout cas, de dormir. Et puis, on n'est pas dans des situations quand on a rencontré ça. On peut essayer de partager avec... moi, je l'avais partagé avec d'autres dirigeants de filiales étrangères. Je vous dis, là, j'avais aussi les gens de la CFAO. Comment est-ce qu'ils faisaient, etc. On partageait. Et j'ai trouvé des gens aussi qui avaient cette même sensibilité. Oui, c'est intéressant parce qu'on ne reste pas seul dans son coin. On ne peut pas rester seul, oui. On partage avec les autres pour comprendre comment réagir face à cette situation. Tout à fait. Et moi, je me souviens aussi, à un moment donné, on se réunissait pour savoir si on rapatriait ou non notre personnel. Et c'était une décision un peu commune parce que c'était c'était une décision forte en tant que Français vis-à-vis du pays dans lequel on est, de rapatrier nos compatriotes. Ça montre quelque chose qui colle pas. Et donc on faisait ça ensemble pour la Côte d'Ivoire. On a travaillé ça ensemble. C'est pas évident. Pas évident du tout. Oui, je pense que c'est des moments aussi de prise de décision. Oui, alors il y en a qui sont un peu tout fous. Non, moi je reste, je pars pas, je reste. Bon. Et puis il y en a d'autres qui disent moi on rentre tout de suite. Oui, on voit des réactions différentes aussi. Oui, et je pense aussi dans des situations où on voit aussi l'être humain, comment ils réagissent différemment. Ça, c'est la gestion de crise. La gestion de crise, il faut surtout pas rester seul. Il faut partager. On peut pas. Les échanges sont toujours très, très productifs. On en revient un peu à l'intelligence économique aussi. Exactement. De réflexion. Exactement. Et se sortir un peu, savoir est-ce que c'est une situation qui va durer, ce qui va pas durer, etc. On essaie de recueillir des informations auprès des autorités. Donc oui, c'est une intelligence économique qu'on en faisait un peu sans le savoir. Sans le savoir, c'est ce qu'on disait au début. Ouais. Et donc, effectivement, oui. Et après, comment on s'adapte aussi localement? Donc, on en a déjà parlé un petit peu. Je pense que qu'on soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou dans un autre pays de la sous-région, je pense aussi qu'il y a des éléments de langage, il y a une façon de faire
Absolument, absolument. Il faut, comme je l'ai indiqué, comprendre les situations. Hmm. Et c'est vrai que si on reste avec notre façon de voir depuis Paris ou depuis le siège, c'est un peu compliqué. Alors, il y a quand même des règles sur lesquelles qu'il faut respecter, mais il faut s'adapter, avoir des éléments de langage pour pouvoir être compris. Hmm. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. La preuve, c'est que ça marche. Et finalement, je me disais aussi comment on fait pour avoir, on en a parlé un petit peu, hein, mais pour les entreprises qui s'implantent, qui veulent vraiment connaître un succès continu, finalement, quels sont les différents éléments, quelques éléments à prendre en compte? Ben, je pense que le problème, c'est d'avoir une vision long terme. Une vision long terme. Et ce qui peut gêner certaines entreprises, moi j'ai eu de la chance, c'est d'avoir avec Gras Savoye, il y avait une vision long terme, on avait un partenariat avec Willis, on avait un partenariat avec KKR qui était sur un temps de 12 ans. D'accord. Et ça permettait d'avoir une politique, une stratégie long terme. Et 12 ans, pourtant, dans certains endroits, c'est un peu du court terme peut-être. Mais là, c'était vraiment... le sujet, c'est que certaines entreprises, on a vu l'évolution capitalistique de certaines entreprises, ce qui fait qu'elles s'inscrivent dans du court terme. Et là, je pense que c'est compliqué d'avoir une stratégie qui permette de s'adapter. Il faut vraiment... Moi, le sentiment et ce que je voudrais faire passer, c'est vraiment vision long terme, un plan sur la durée. C'est ce qui est important. D'accord, donc d'avoir cette vision long terme, ouais. Qui permet aussi de se projeter, où on veut aller. Se projeter au niveau au niveau du personnel, au niveau de l'immeuble. De temps en temps, les bureaux deviennent trop petits parce que là, il faut changer de bureau. Enfin, il y a plein de choses qui doivent rentrer dans un plan. Et ça, c'est quelquefois ce qui manque et ce qui est un peu dû, je dis, à l'évolution capitalistique d'entreprise, les fonds d'investissement qui ont une vision un peu court terme de la rentabilité. Avant, les entreprises appartenaient à des familles, etc. Il y avait une vision à long terme. Maintenant, la vision est un peu plus court terme. Et ça change la vision, surtout quand on part à l'étranger. Oui, surtout on en a parlé aussi des situations aussi, que ce soit les différents risques, les risques cyber, les risques alors c'est vrai aussi qu'en Afrique, les successions d'élections sont à chaque fois un point d'interrogation. C'est à chaque fois une période un peu sensible. Est-ce que ça va bien se passer? Et à chaque fois, il y a au niveau du risque politique, c'est une appréciation. Ça fait partie de la réflexion. Mais tout à fait. Et donc, je voulais aussi qu'on parle de transformation. Il y a beaucoup de transformations, que ce soit des métiers, des organisations, des entreprises. Donc, pour les leaders, comment ils font pour accompagner de manière audacieuse et puis pour assurer la réussite des transformations des entreprises, que ce soit transformation organisationnelle, on parle aussi du digital, l'innovation. C'est pas une question facile, Andrea, que tu poses. Non, mais on revient un peu sur les mêmes sujets de l'adaptation et des qualités qu'il faut avoir pour tenir compte de ça. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont un peu réfractaires et qui disent toujours avant c'était mieux. C'est pas bon de dire ça parce que les jeunes sont là, etc. Non, je pense qu'il faut serrer les coudes et essayer de se transformer du haut en bas de l'échelle. Et là, tout le monde doit être impliqué dans le plan de transformation. Quelquefois, ce qui manque, c'est un manque de vision globale. Oui. On va s'intéresser à la partie achat, on va s'intéresser à la partie livraison, on va s'intéresser à... Mais il faut avoir dans la transformation une vision globale. Et ça doit venir d'en haut et ça doit être partagé. Les Japonais faisaient ça avec ce qu'on appelait les cercles de qualité. C'est des choses qui remontaient en bas. Et moi, ce qui est important, c'est que tout le monde soit impliqué, que ce soit pas simplement le management ou quelqu'un aux ressources humaines ou quelqu'un au département qualité.
qu'il y ait quelqu'un qui soit le rapporteur, qui prenne des notes pour reprendre. Mais il faut que tout le monde soit impliqué. C'est le message important. Sinon, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Donc vraiment impliqué, on en revient à ça. Impliqué. C'est un peu, tu sais, ce problème de vision globale, on rejoint un peu notre sujet de relation avec l'Afrique. On va traiter un jour le problème d'éducation, après on va s'occuper de l'armée, après il manque une vision globale du sujet. Je ne sais plus quel ministre malien un jour avait dit ça, mais c'est très vrai. Il doit y avoir une vision globale du sujet. Et pour les entreprises, la transformation, c'est essentiel. Donc, et aussi, je pense aussi c'est nécessaire pour pouvoir embarquer. On parlait donc pour que tout le monde puisse contribuer. Si à cette vision, si elle est claire, il faut qu'elle soit claire. Bien sûr, bien sûr. Oui. Il faut qu'elle soit lisible. Lisible, c'est ça. Et qu'on puisse aussi embarquer tout le monde, toutes les équipes. Bien sûr, bien sûr. Non, ça c'est évident. Là, faut que ce soit. Faut pas que ce soit quelque chose de confus, parce que quelque chose de confus, c'est pas vendable. Donc, si on a une vision claire et que c'est bien communiqué, ça marche. Ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher, très bien. Et surtout, moi, j'insiste, c'est d'avoir que ce soit global. Pas du tout. Parce que le danger dans les problèmes de transformation, c'est qu'on a l'impression que ça ne concerne que certains départements. Alors que c'est la logistique, les achats, etc., la production, alors que tout le monde doit être impliqué dedans. Oui, tout à fait. Et j'ai une dernière question, Jean-Marc. Je voulais parler aussi de l'équilibre vie pro, vie famille. On en parle beaucoup. Et pour une personne qui a une carrière comme la vôtre, je voulais savoir quels sont les secrets de trouver cet équilibre-là. En tout cas, les vôtres, vos secrets à vous. Alors, écoute, je pense que le mien, c'est pas un secret. Enfin, mais je pense que c'est un équilibre entre la vie de famille que je placerai en premier. Le travail et un engagement associatif. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a un peu guidé. Bon, j'ai la chance, niveau famille, d'avoir... On a fêté nos 54 ans de mariage. 54 ans de mariage. Ouais. Waouh. J'ai 3 enfants, 8 petits-enfants. Non, de ce côté-là, après, au niveau travail, je pense que ça a été assez correct. Et au niveau associatif, mon engagement au niveau des conseillers de commerce extérieur et maintenant de l'IHEDN, c'est très important. Et je pense que c'est vraiment un équilibre entre les trois, parce qu'on voit des gens qui pensent qu'à leur travail, d'autres qui pensent qu'à leur famille, d'autres qui, dans les associations, prennent des revanches un peu sur un manque de succès dans l'entreprise. Enfin, et je pense que c'est un équilibre entre ces trois sujets. Et voilà, je pense que c'est pas un secret, c'est pas une recette, c'est un conseil. C'est un conseil. Voilà, merci beaucoup, Jean-Marc. Voilà. C'est vraiment une joie. Et puis, c'est un cadeau pour moi. Là, je réalise aussi un rêve parce que je vous ai vu en tant que jeune stagiaire et là, de partager votre parcours et puis ces conseils-là, je trouve ça assez extraordinaire et merci beaucoup. Merci Andrea. Le précis, comme je te disais, était vraiment partagé. Et puis, ça fait plaisir aussi. Ça fait partie aussi du rôle d'un leader, c'est de faire grandir les gens qui sont avec eux. Il faut les faire grandir. Et moi, ça me fait plaisir parce que bon, je te vois, mais je sais qu'il y en a d'autres et tu les connais, qui ont créé leur entreprise. Je pense à Édouard tout ça. Mais ils ont grandi. On les aura pas à grandir. On leur donne leur chance, etc. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Bon, merci beaucoup Jean-Marc. Et comment vous joindre finalement? Comment on fait pour vous contacter? Sur LinkedIn, sur... LinkedIn, j'y suis de temps en temps. De temps en temps. Non, mais on peut demander à Andrea. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc. À bientôt. À bientôt. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat,
contactez-nous via le formulaire.